Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de façon générale dans We Are French Touch et dans l'ensemble de la journée des ICC, de façon générale, de culture évidemment, de création. Et nous, on va parler à l'intérieur de ce grand sujet. On va ici parler d'intelligence artificielle et de la stratégie notamment des acteurs publics pour soutenir cette transformation numérique des ICC et notamment à l'heure de ce grand bouleversement qu'est l'intelligence artificielle. Alors, petit rappel du contexte, hein, vous avez peut-être, je ne sais pas si vous étiez en bas tout à l'heure dans la grande salle, mais notre ministre de la Culture a fait une annonce importante. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et le contexte, évidemment, est un contexte général dans lequel la France tient à se positionner comme un acteur, ou en tout cas un des acteurs majeurs dans le monde sur ces sujets. Il y a quelques mois, une commission, un rapport a été présenté sur demande du président de la République, un rapport dirigé par Anne Bouvreau, je crois, sur l'intelligence artificielle, et a remis donc un certain nombre de points clés concernant notamment les ICC. Donc je les rappelle en deux mots. Le premier, c'est l'impact de l'IA sur la création artistique. Le deuxième, c'est l'accès au traitement des données culturelles, qui est un point extrêmement important pour développer des modèles d'IA génératifs performants. Le troisième, c'est un sujet absolument essentiel, donc, qui est la formation et la sensibilisation des acteurs culturels à l'IA, avec des différences, on va en reparler également tout à l'heure, des différences importantes entre les industries. Avec des industries qui sont peut-être par besoin et par nécessité un peu plus à la pointe de ces sujets, et d'autres qui sont un peu moins sur le devant de la scène. Le quatrième sujet, c'est la promotion de la diversité culturelle, cette diversité culturelle qui nous est particulièrement chère en France. Le cinquième, c'est la gouvernance et la politique culturelle de territoire. On en parlera également tout à l'heure. Et puis enfin, la création d'un écosystème ouvert. Il y a des débats importants dans le monde sur ces sujets, et la France a plutôt une position, je crois, d'écosystème ouvert sur ce sujet-là. Alors, pour parler de tous ces sujets, je vous présente dans l'ordre Maud Franca, donc qui est directrice adjointe à la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, en charge notamment des investissements d'avenir. Bonjour Maud. Bonjour à tous. Voilà, Sébastien Thévenet, qui est directeur délégué du plan French Touch au sein de BPI France, qui, comme vous le savez, est aussi aux côtés de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires, un acteur important de déploiement de la politique de l'État sur les sujets de numérique et les sujets d'IA en particulier. Fabrice Casadebecq, qui est conseiller culturel au sein du SGPI, qui est dans le cadre de France 2030, qui déploie là aussi et qui est en charge de la stratégie de l'État sur les grands investissements. Et puis Jean-Gabriel Minel, qui est chargé de mission au sein du ministère de la Culture. Et on aura l'occasion de revenir avec Jean-Gabriel tout à l'heure, notamment plus précisément sur ce qu'a annoncé la ministre il y a quelques minutes maintenant. Voilà, alors moi j'ai une première question immédiatement donc qui s'adresse d'abord à Jean-Gabriel et Fabrice, qui sont en charge de ces sujets-là. Quelle est la stratégie de l'État pour répondre à la question qui est posée, et de façon générale, quelle est la stratégie de l'État aujourd'hui pour accompagner cette transformation numérique des industries créatives et culturelles? Peut-être te redonner un élément de contexte. Tu parlais du rapport de la commission qui a été remis au gouvernement. Le rapport mentionnait, au-delà des enjeux d'accélération de l'intelligence artificielle, qui est déjà un sujet que bon nombre d'acteurs culturels déploient ou adoptent, il y a un sujet qui est important à observer, c'est le fait de ne pas accentuer la disparité entre les grands acteurs et les petits acteurs. Ce que tu disais tout à l'heure en matière de formation, ceux qui ont les moyens de déployer la technologie et ceux qui ne l'ont pas. Donc, il y a un enjeu évidemment d'appropriation de cette technologie, et il y a un autre enjeu qui relève pour nous davantage de l'adoption. La technologie aujourd'hui, elle existe, elle est relativement mature. Alors on parle de l'IA en règle générale, mais aussi de l'intelligence artificielle générative, qui a un impact fort sur les métiers créatifs. Et il nous paraissait important, dans le cadre de la stratégie d'accélération des industries culturelles, Fabrice y reviendra tout à l'heure, qu'on puisse déployer un dispositif qui permette d'accompagner
les acteurs culturels dans l'adoption de ces technologies et pas la technologie pour la technologie. Je pense que la ministre l'a rappelé dans son discours à l'instant. L'idée, c'est réellement d'en faire un usage à la fois éthique, mais qui réponde à des enjeux spécifiques à la filière des industries culturelles. On y reviendra un peu plus tard. Peut-être pour compléter, donc préciser que dans le plan France 2030, il y a 1 milliard d'euros qui est consacré à la transformation des industries culturelles et créatives, et que sur le volet spécifiquement numérique, on a plusieurs outils. Le volet numérique de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives. Là, on a essayé de travailler à la fois sur les solutions innovantes de billetterie, sur l'expérience augmentée du spectacle vivant, sur la numérisation du patrimoine et de l'architecture. On a reçu plus de 340 dossiers en fait, sur l'ensemble de ces problématiques dans les dernières années. Et on a désigné une 60aine de lauréats, donc avec un taux de sélectivité important, hein, autour de 17% pour 30 millions d'euros sur ces questions d'ores et déjà mobilisées. Ce qui nous importait, c'était des enjeux de réplicabilité, que ce ne soit pas simplement quelque chose qui soit transformant pour la société qui présentait le dossier, mais qui soit aussi transformant pour la filière, qui ait ce caractère structurant, que ce soit aussi une véritable innovation, que ce ne soit pas simplement un next step dans la progression de ces outils, mais que ce soit vraiment quelque chose qui soit un saut technologique, qui change la donne, et puis avec aussi une attention particulière aux enjeux de pérennité au-delà du financement de France 2030, comment le modèle économique du projet fonctionne. Et je voudrais appuyer sur ce qu'a indiqué Jean-Gabriel. En effet, pour nous, ce n'est pas l'innovation pour l'innovation, la technologie pour la technologie. Il n'y a pas du tout de fétichisme dans l'approche de l'État. C'est vraiment l'idée que ces outils, ces technologies, ça permet finalement de mettre en œuvre les priorités politiques du ministère depuis sa création le 24 juillet 1959. C'est l'accessibilité, l'élargissement du public, la démocratisation culturelle, l'inclusion d'une certaine manière, et évidemment aussi servir la liberté de création, lui permettre de se déployer dans les nouveaux outils technologiques. Et puis ce volet de la stratégie d'accélération, ce volet numérique de la stratégie d'accélération, il y a évidemment d'autres volets à côté, la transition écologique et d'autres aspects plus territoriaux, on y reviendra tout à l'heure. Il est aussi complété par, dans l'objet culture de France 2030, plusieurs outils. Donc un appel à projet culture immersive et métavers, dont on a lancé la première vague au mois de juillet. Il y a une 60aine de dossiers qui ont été reçus. On est en train de faire une instruction approfondie pour une 20aine d'entre eux. C'est aujourd'hui même la date de la deuxième vague. D'ailleurs, on saura ce soir combien de nouveaux candidats se sont présentés. Puis il y avait aussi le volet numérique de la grande fabrique de l'image qu'on a aussi déployé avec le CNC notamment et la Banque des territoires autour des enjeux des studios de jeux vidéo, des studios d'animation, mais aussi des studios de VFX et de post-production qui ont été beaucoup aidés. Il y a eu 23 lauréats numériques dans la grande fabrique de l'image. Il y a aussi des organismes de formation importants sur tous ces métiers. Un peu plus de 15 d'entre eux ont été soutenus. Et là, sur ces outils de l'objet culture de France 2030, on est sur la défense de la souveraineté culturelle, sur le soutien aux futures pépites. Ça, c'est pour les dispositifs en subvention qui sont dans le cadre de France 2030. Alors oui, juste Fabrice, pour qu'on comprenne bien, parce que je ne sais pas si tout le monde a une connaissance précise des outils et des instruments à disposition. Concrètement, c'est quoi les instruments de financement? Donc pour l'essentiel, là, dans les dispositifs que j'ai évoqués, c'est des subventions. C'est des subventions. Principalement, tous les dispositifs que j'ai cités. Et justement, il y a d'autres dispositifs en fonds propres, pour le coup, qui sont déployés par BPI France et par la Banque des territoires, avec initialement des crédits publics issus des programmes des investissements d'avenir. Dans le cadre des dispositifs pilotés par la French Touch et BPI France, il y a le dispositif Tech and Touch qui permet de travailler à la croissance et à la création d'entreprises dans le champ culturel. Et puis avec la Banque des territoires, un dispositif qui s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt culture, patrimoine et numérique. Pour citer quelques exemples de lauréats, par exemple, Emissive, aujourd'hui Excurio, bien connu sur les expéditions immersives, a été soutenu par le fonds Tech and Touch, et dans le champ de l'IA, IRCAM Amplify, où le Grand Palier Immersif est soutenu par Culture, Patrimoine et Numérique. Donc il y a cette palette d'actions
des subventions, des fonds propres qui sont activés pour déployer la filière. Tout ça ne fonctionne que s'il y a aussi à côté des financements privés, parce que l'État fait ce qu'il peut, il apporte des crédits importants, je l'ai dit, mais pour que tout fonctionne, il faut un effet de levier important avec aussi des financements privés. Donc c'est aussi un signal qu'on lance aux fonds d'investissement. Intéressez-vous à ces secteurs très transformants pour l'économie française. Alors c'est bien ça effectivement qu'il faut qu'on comprenne, c'est que la politique de l'État et les acteurs de l'État donnent un signal fort. Nicolas Parpex, il y a quelques minutes, parlait du déploiement depuis 5 ans du plan French Touch. Il annonce ces chiffres de 8 milliards. Donc 8 milliards d'euros, c'est extrêmement important pour financer, pour aider et pour donner un signe pour que évidemment les acteurs privés également se positionnent sur ces sujets fondamentaux. Alors Maud, au niveau de la Banque des Territoires et de la Caisse des Dépôts, concrètement, comment ça se passe pour déployer ces plans? Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler des projets phares que la Caisse a déjà soutenus? Alors, Fabrice en a déjà cité quelques-uns, mais dans le cadre de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives France 2030, la Banque des Territoires, qui est un des opérateurs de ce programme avec BPI-France, on a essentiellement accompagné les grandes institutions publiques, culturelles et privées dans l'expérimentation de ces nouvelles technologies, mais aussi dans le développement de ces nouveaux usages et formats numériques, aussi leur permettant d'identifier les nouvelles compétences à acquérir et les recrutements à faire pour maîtriser ces nouvelles technologies qui sont essentielles pour l'avenir. Donc nous, on a vraiment été dans l'accompagnement de ces grandes institutions qui ont évidemment, qui détiennent le patrimoine et qui évidemment sont les premières à devoir saisir aussi de ces nouvelles technologies pour que justement notre culture puisse exister. C'est une question de souveraineté culturelle aussi aujourd'hui, quand on sait que par exemple la Chine ou les États-Unis investissent massivement aujourd'hui et qu'elles ont fait de l'IA un pilier de leur croissance future. Il y a donc aussi un enjeu véritablement. On est à un moment donné où justement on crée un peu les nouvelles autoroutes, j'ai envie de dire un peu pour faire une métaphore que tout le monde comprenne, qui vont permettre à l'ensemble des données de circuler. Et quand on est en dehors de ces autoroutes, on ne va pas à certaines destinations et on n'est pas présent sur certains lieux. Donc c'est un petit peu ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que les grandes institutions publiques, certaines, elles ont aussi la capacité d'avoir un effet d'entraînement important sur l'ensemble du secteur. Elles ont la capacité de rayonner à l'international. Et on a besoin, évidemment, que ce patrimoine soit présent et soit aussi maîtrise ces enjeux technologiques. Alors, on a aidé des projets, par exemple, avec des institutions qui étaient déjà moteurs sur ces sujets-là. Par exemple, dans le domaine du livre, on a travaillé avec la BNF, qui a été très, très tôt confrontée à des problématiques de numérisation, d'indexation de contenu, qu'on a aidé dès le début sur les investissements d'avenir sur ces enjeux. En 2012 sur la numérisation. Là, on est maintenant sur la prochaine étape qui est évidemment assez naturellement le développement de l'IA pour l'indexation des textes et des contenus. Là, on a financé dans le cadre essentiellement des 2 appels au projet qu'a évoqué Fabrice, expérience augmentée du spectacle vivant et numérisation du patrimoine. On a financé Gallica Images, qui est un projet qui utilise l'IA pour indexer les illustrations, parce qu'il y a 9 millions de contenus dans Gallica. C'est un enjeu majeur pour l'accessibilité de ces contenus et aussi pour l'ensemble de l'acquisition de connaissances qu'on va pouvoir avoir grâce à l'analyse de ces corpus iconographiques. On a également, par exemple, dans le domaine du livre toujours, Fabrice en a parlé là sur fonds propres, on a aussi investi dans Glyph, qui est une application qui fait de la recommandation de livres par l'IA justement. On a également dans des projets structurants soutenu des projets pour les musées. On a là soutenu le musée Guimet qui porte un très très beau projet dans le cadre de numérisation du patrimoine et de l'architecture en partenariat avec la solution Telka qui est aussi un outil d'analyse de corpus iconographique. Sur une collection qu'avait le musée Guimet, 15 000 épreuves photographiques de photos anciennes du Japon, de l'époque Yokohama. Et donc, ça va être aussi pour le musée Guimet
l'expérience de montrer comment, à partir justement de l'indexation de ces épreuves, de la numérisation et l'indexation de ces épreuves, on va pouvoir faire du rapprochement aussi de données. C'est ça aussi le lien. Hein. C'est comment on peut acquérir de nouvelles connaissances par ces rapprochements que va pouvoir faire évidemment l'intelligence artificielle. On a d'autres projets dans les secteurs de l'image et du son. Fabrice a parlé d'IRCAM Amplify, où on a des algorithmes de détection de voix ou de sons qui ont été trafiqués par l'IA avec détecteur IA. On a aussi d'autres acteurs qu'on soutient dans le secteur de l'image. J'étais la semaine dernière avec Fabrice, on a visité le studio France TV Studio à Vendargues, qui, dans le cadre de la Grande Fabrique de l'Image, qu'on soutient dans la Grande Fabrique de l'Image. On soutient dans ce cadre les Tontons Truckers, qui sont des pionniers des effets spéciaux et qui utilisent des outils d'IA pour l'incrustation, par exemple, de décors virtuels dans des murs LED. Donc, vous voyez, on a eu des projets très structurants avec des institutions publiques culturelles, publiques et privées, qui ont toutes l'objectif de faire un effet d'entraînement sur la filière et d'apporter aussi, de développer des solutions adaptées aux acteurs culturels, des solutions d'IA avec des cas d'usage concrets. Alors Sébastien, même question côté BPI. Est-ce que vous pouvez aussi peut-être préciser quelle est l'articulation entre la Caisse des dépôts et BPI pour la démultiplication justement de ce type de projet ? Alors peut-être pour commencer par cette dernière question, en termes d'articulation, c'est vrai que le tropisme naturel de BPI France, c'est plutôt d'aller vers les acteurs privés, les startups, les entreprises. Là où, et je laisserai peut-être Maud compléter, il y a un tropisme public, collectivité territoriale ou startup qui travaillent avec ces acteurs publics. Côté BPI France, on a tendance à penser la chose sous la forme d'un continuum d'accompagnement. C'est ce qu'on met derrière notre plan Touch. C'est en fait, on va mobiliser tous les métiers de la maison, depuis l'amorçage à l'innovation jusqu'au déploiement international. Et on va adapter tous les outils pour les secteurs culturels. Et comme ça va nous permettre d'avoir tout un continuum d'outils qui va permettre de soutenir les projets culturels, les entreprises culturelles à tout leur stade de développement. Et en ce sens, ça rejoint ce que disait Jean-Gabriel. L'idée, c'est d'éviter de trop différencier petits acteurs, gros acteurs, donner qu'un seul type d'acteur. Là, normalement, on a une boîte à outils qui permet de répondre à tout type d'acteurs. Et c'est important à savoir pour vous, s'il y a des jeunes entrepreneurs parmi vous, il y a aussi des dispositifs pour de l'amorçage, pour de l'émergence. Dans le cadre de France 2030, on a déjà eu un certain nombre d'appels à projets, notamment sur l'intelligence artificielle, qui ont été lancés, ou alors sur des plateformes de partage de données. On a un dispositif de formation à l'IA qui s'appelle IA Booster, là aussi financé par France 2030. Néanmoins, la spécificité aujourd'hui, c'est que pour la première fois, on a un appel à projet qui est spécifiquement dédié à l'innovation numérique, à l'intelligence artificielle, dans l'ensemble des secteurs créatifs. Donc ça nous permet de nous concentrer spécifiquement sur ce secteur, ça nous permet d'adapter les critères et ça permet de communiquer efficacement pour montrer que les secteurs créatifs trouvent leur place dans cette thématique-là. Et enfin, peut-être pour finir, pour incarner un peu quel est le type de projet que l'on a tendance à aider, BPI France est au capital d'un certain nombre d'entreprises culturelles de toute taille, une très grande par exemple comme Deezer. Deezer qui aujourd'hui va développer des solutions basées sur l'intelligence artificielle, que ce soit pour repérer les fake streams ou repérer les streams qui sont bâtis sur des voix générées par IA qui imitent des chanteurs existants. Deezer va aussi développer maintenant, c'est en cours d'expérimentation, un outil qui permet de générer sa propre playlist à partir d'un prompt de l'utilisateur, où il va pouvoir décrire ses émotions, ses goûts artistiques, ses envies, etc. Et une playlist va lui être générée comme ça. Donc on a comme ça des grands acteurs qu'on va soutenir, mais aussi des acteurs plus jeunes, plus émergents. Par exemple, je peux citer la startup Docent, qui est une plateforme de vente d'art en ligne, et qui a développé une technologie propriétaire fondée sur l'IA pour reconnaître les œuvres, reconnaître un grand nombre d'œuvres, comprendre les goûts des utilisateurs et faire matcher ces œuvres avec ses goûts, avec cette petite subtilité qui vont essayer d'aller chercher des galeries émergentes, des artistes émergents pour sortir un peu de la bulle de filtre dans laquelle va être enfermé l'utilisateur s'il avait juste suivi un algorithme classique. Donc voilà un peu le type de projet que l'on va aider via les différents outils du continuum French Touch.
Non, c'est vraiment. D'abord, c'est pluriel, je trouve, et on voit bien les transformations et les bouleversements surtout de ces acteurs traditionnels, mais tout ce qui évidemment l'IA peut apporter. On parle beaucoup évidemment de protection des données, on parle de données sources, on parle de droits d'auteur évidemment. Ce sont des sujets qui animent tous les gens des ICC. Comment justement, la ministre l'a rappelé tout à l'heure, Nicolas Dufour en a parlé également. Je crois qu'il a dit l'IA sans la France, c'est pas tout à fait pareil. Comment on fait en sorte de préserver cette diversité culturelle, je le sais, cher au ministère, Jean-Gabriel, à l'heure de l'IA? Écoute, il y a plusieurs questions. Il y a une première question qui est le principe du respect du droit d'auteur. On sait que l'IA s'est développée au fil des années. C'est pas nouveau, c'est pas un fait nouveau. En moissonnant des données, en faisant de la fouille de données sur les sites internet, c'est quelque chose qui existe et la législation par ailleurs n'est pas la même aux États-Unis ou en Europe. Donc il y a un enjeu aujourd'hui et notamment de mise en œuvre du règlement sur l'IA qui implique un principe de transparence. Ce principe de transparence, il est important puisque aujourd'hui, on n'a pas de moyen de prouver, en tout cas facilement, les données qui ont été utilisées pour construire des modèles d'IA. Mais il va devenir aussi nécessaire, non pas simplement pour des questions de réglementation, mais pour des questions de conformité. Et on imagine assez bien que déployer des modèles d'IA demain dans le secteur de l'éducation, ou pour faire de la modération de contenu sur les plateformes ou sur des forums de discussion Internet, vont nécessiter un certain nombre de prérequis, d'évaluation, mais de transparence aussi. On est de plus en plus confronté en effet à cette... la ministre le rappelait en disant on ne veut pas y opposer innovation et régulation. Je pense que le principe, c'est d'aller de l'avant, mais en prenant aussi le temps de faciliter ces négociations entre ces deux mondes. On a besoin aujourd'hui de projets de ce que j'appellerais de tiers de confiance, c'est-à-dire qui permettent de réunir d'un côté les développeurs d'IA qui ont ce savoir-faire, qui ont ces compétences, mais aussi les acteurs qui ont les données. Alors, tu parlais des acteurs culturels, on pourrait aussi parler des acteurs des médias. C'est complexe. Imaginez un modèle d'IA qui serait étanche et qui ne saurait pas intégrer l'actualité ou les informations les plus récentes. C'est un modèle qui s'appauvrit. Donc, il y a nécessairement besoin d'avoir des informations fiables pour avoir aussi des modèles d'IA fiables. La plupart des modèles d'IA, d'ailleurs, ont été entraînés sur ce qu'on trouvait sur Internet, ce qu'il y a de bon ou de moins bon. Donc, très, très objectivement, on a besoin aujourd'hui d'avoir des modèles d'IA qui soient capables d'intégrer toute cette diversité, toutes ces nuances, que ce soit à la fois dans le langage, mais aussi dans les modes de représentation. Et on sait aujourd'hui que tous ces modèles sont encore porteurs de beaucoup de biais et pas forcément les plus jolis d'entre eux. Donc, on a un enjeu collectif de développer ces modèles qui soient représentatifs des valeurs de notre société. Et indépendamment de cette question de droit d'auteur qui est assez centrale, ce qu'on essaye d'encourager au travers des projets qu'on veut porter aussi, c'est cet enjeu éthique. C'est-à-dire que la technologie en tant que telle, c'est un premier socle, c'est une première brique, mais la façon de la déployer est tout aussi important, même plus important. Il y a des enjeux, je pense par exemple au secteur des médias à nouveau, qui a été un des premiers à s'interroger sur la façon de déployer les outils d'IA dans les métiers du journalisme. Toutes les questions ont été passées en revue. Comment les différents métiers sont impactés, comment le déployer dans l'entreprise en tant que telle, collectivement, comment prendre l'avis des différents métiers qui vont être impactés par ces outils. Qu'est-ce qu'on s'autorise ou qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas avec cette technologie quand on est un journaliste? Et ces questions qu'on se pose, finalement, elles devraient être un peu les mêmes dans chacun des secteurs qu'on représente, que ce soit dans une bibliothèque, demain, comment l'IA peut être mobilisée de façon acceptable pour répondre peut-être aux avis ou aux questions des publics qui rentrent. Ces questions-là, elles vont se poser dans toutes les filières. Et c'est cet enjeu que de pouvoir accompagner aussi les projets, pas seulement donc sous le prisme de la technologie, mais aussi du déploiement et de l'appropriation. Et on voit bien, c'est un sujet absolument essentiel. La qualité de l'information, au regard de toute la désinformation qu'on peut imaginer, c'est aussi un sujet de plateforme. Il y avait vendredi chez WeAre, on faisait des conférences, une série de conférences, et j'étais très frappé. Il y avait un
un YouTuber que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle Gaspard G, qui nous disait, en fait, je raconte l'anecdote parce qu'elle me semble assez essentielle par rapport à ce que tu dis. Il nous disait, en fait, moi j'ai 1 200 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors il citait l'Express, rien contre l'Express, mais il disait, l'Express a 20 000 abonnés. 1 200 000, 20 000. L'Express est très soutenu, etc. Et surtout, l'Express, dans un contexte éditorial, peut mettre une pub d'un annonceur à côté d'un article. Alors, il prenait l'exemple sur le viol. Moi, si je fais la même chose sur Internet, automatiquement, j'ai un algorithme sur les plateformes qui m'interdit tout annonceur à partir du moment où ce mot ou d'autres va intervenir. Et donc, on voit bien qu'il y a une distorsion immédiate de concurrence, d'une certaine manière, et de contenu fait ou du fait des algorithmes. Et donc c'est un sujet, c'est le sujet de la pluralité de la presse, c'est le sujet des contenus de façon générale. Pour compléter ce que tu évoques là, je pense que la technologie aujourd'hui qu'on se représente tous de façon plus un peu simpliste en disant c'est ChatGPT ou c'est des outils qui nous permettent d'interagir, de faire de la synthèse de texte, de faire des résumés. Dans les faits, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est-à-dire que la technologie de l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle a 2 éléments qui vont profondément transformer nos industries. Le premier, c'est l'automatisation. Et on commence déjà, tu parlais des médias, à voir émerger ce qu'on appelle des médias du 3e type. C'est-à-dire que tu as les médias traditionnels, les médias qui étaient sur les réseaux sociaux, qui existent en tout cas dans cette sphère-là. Et on commence à voir émerger aujourd'hui des médias 100% synthétiques, qui n'ont de médias, même pas le nom, hein, c'est-à-dire qui produisent du contenu sur la base de simples prompts, voire à partir d'articles d'autres acteurs. Donc il y a ce premier point qui est l'automatisation. Et un deuxième point, toujours lié finalement à la valeur des données, qui est l'accès. Et aujourd'hui, ces IA, on les retrouve comme finalement des intermédiaires, comme des assistants, hein, qui vont, et d'ailleurs ça existe déjà dans le search, donc dans les moteurs de recherche aux États-Unis, tu peux poser la question à l'IA qui te répondra, non plus avec une liste de 10 réponses ou de 10 sites à consulter, mais qui te donnera d'emblée la réponse à ta question. Et ce point-là est extrêmement structurant parce qu'il va bouleverser l'ensemble des équilibres de notre économie et de ce rapport à l'utilisateur. Et d'où l'importance de ne pas se laisser désintermédier sur ces interfaces, sur ces outils, pour permettre aux acteurs de continuer à proposer une proposition de valeur équivalente au public et ne pas laisser les grosses plateformes les désintermédier sur ce point. Et c'est vraiment le sujet, c'est-à-dire que concrètement, celui qui a la donnée aujourd'hui a un actif stratégique entre les mains. C'est pas anodin, et c'est pour ça que les acteurs aujourd'hui se bagarrent entre guillemets hein, sur cette question de la donnée pour pouvoir créer soit des deals, soit trouver des modes de partage de valeur. Et sur ce sujet-là, il faut pas, nous on le dit souvent, mais il ne faut pas se gourer de débat. C'est-à-dire que l'IA dans les ICC, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est la construction des imaginaires, c'est la construction c'est les données, c'est les médias, c'est ce que vous regardez, c'est ce qu'on écoute, c'est et donc c'est absolument fondamental. Alors et parce que c'est fondamental, Fabrice, je voudrais juste te poser une question. D'ailleurs en lien également avec vous deux. Maud, on en parlait tout à l'heure sur la compétences et métiers d'avenir notamment. Il y a un sujet qui est essentiel, qui est la formation initiale, formation professionnelle. Comment France 2030, est-ce que tu peux nous dire comment également sur ces sujets-là, France 2030 accompagne la formation des acteurs et la formation en général sur ces sujets de numérisation et d'IA en particulier? On a plusieurs dispositifs en fait, qui sont mobilisés. Un dispositif transversal à tout France 2030 qui s'appelle l'appel à manifestation compétences et métiers d'avenir. Et sur cet appel, il y a 52 millions d'euros qui sont prévus pour les enjeux spécifiquement transformation culturelle. D'ailleurs, le ministère de la Culture a été un des rares ministères à demander qu'on mette plus d'argent sur les sujets de formation, notamment par rapport aux enjeux d'appropriation de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Et c'est aussi un sujet qu'on a travaillé sur le volet formation de la grande fabrique de l'image, avec 34 lauréats, organismes de formation sur l'ensemble du territoire qui ont été accompagnés. Au total, on a 120 millions d'euros consacrés aux questions de formation. Déployés sur tout le territoire? Déployés sur tout le territoire. Et dans la grande fabrique de l'image, on avait aussi veillé, alors on tient compte de la réalité du secteur tel qu'elle est, il y a un grand nombre de secteurs, de membres du secteur qui sont des acteurs privés dans la formation au métier de l'audiovisuel, du cinéma, de l'animation. On les a accompagnés
accompagné avec la condition d'ouvrir des filières pour des boursiers avec d'autres tarifs que leurs tarifs habituels. Et on a accompagné aussi des structures de formation qui avaient une dimension ouverture, démocratisation culturelle, accès à des personnes qui ne se disaient pas spontanément le cinéma, l'audiovisuel, l'animation, c'est pour moi, mais qui les formait à ces métiers. Donc effectivement, présence sur l'ensemble du territoire, attention aux problématiques de la relève, de l'élargissement. Parfois, un des écueils qui peut menacer les industries culturelles et créatives, c'est un peu parfois la tentation de l'entre-soi. On voudrait lutter contre ça, faire en sorte que voilà, l'autocensure de ceux qui se disent ce n'est pas pour moi, mais simplement pour les bien-nés, entre guillemets, ces secteurs, plus personne ne se dit ça avec pas seulement des propos, mais des actions, des formations véritablement très larges qui soient offertes sur le territoire. Ces enjeux sont majeurs, en effet. Ils sont majeurs. Et alors, Maud, de ton côté Caisse des dépôts, Banque des territoires, territoire ça porte le nom de la banque. Comment c'est démultiplié et comment vous agissez pour que ce soit véritablement démultiplié partout en France ? Alors déjà, je pense qu'en effet, on parle d'un véritable enjeu sociétal et économique. On l'a dit largement dans nos échanges ce matin. Et donc, il faut que ces enjeux se saisissent à tous les niveaux des territoires, que ce soit au niveau des acteurs publics et privés. On a vu avec ce que disait Jean-Gabriel, c'est vraiment des sujets d'intérêt général qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en saisisse tous. C'est-à-dire qu'on est en train de reconstruire, de construire ensemble les infrastructures de la société dans laquelle on va être, avec les valeurs qu'on va vouloir mettre en avant, qu'on va vouloir conserver. Et donc, je pense que c'est une affaire de toutes et de chacun. Et dans les territoires, c'est sûr que c'est évidemment, il faut que ce soit des stratégies territoriales qui soient mises en place, mais coordonnées au niveau national. Parce que vous voyez, c'est un chantier de fond à tous les niveaux. Il faut en même temps agir sur la formation, en même temps agir sur la création des écosystèmes d'open innovation ouverte d'IA. Il faut aussi agir sur les solutions technologiques avec BPI France, sur les institutions et les publics culturels, le secteur privé, le secteur public. Donc vraiment, aujourd'hui, il faut avoir des stratégies territoriales, ça c'est sûr, coordonnées avec le niveau national sur l'ensemble de ces volets, formation, écosystème, et voir surtout ne pas faire travailler ensemble, ne pas refaire chacun ce que fait l'autre à côté, mais essayer de s'appuyer. Et ça, je pense que ça va être une grande action que va avoir Clara Chapaz, qu'elle met en place dans le cadre de son programme. C'est évidemment que tout le monde puisse s'appuyer sur des acteurs, des champions de l'IA, on va dire français, mais aussi développe après ses propres écosystèmes qui répondent aux besoins de chacun, avec des systèmes qu'on souhaite, nous, le plus ouvert possible, mais avec des particularités, puisqu'il va y avoir des systèmes où des gens vont vouloir ouvrir toutes les données, d'autres où ils vont vouloir utiliser l'IA, mais en conservant une confidentialité des données. Donc il va falloir que chacun s'interroge sur sa stratégie territoriale, sur les principales actions à mettre en place, et créer les conditions aussi du développement de ces nouveaux usages, applications, et donc créer les écosystèmes qui regroupent l'ensemble des parties prenantes sur qui puissent justement se poser les bonnes questions, que ce soit des juristes, des développeurs, mais aussi voyez, des chercheurs sur les territoires pour pouvoir en même temps développer, suivre l'impact de ces technologies et faire les bons choix. Je pense que c'est ça qui nous attend. Et puis évidemment, la Banque des territoires, nous, quand les territoires, on les accompagne à mettre en place ces stratégies, mais aussi on a des directions régionales et on les aide aussi à accéder à ces financements France 2030 dont il faut qu'ils se saisissent. Ça, c'est important pour pouvoir mettre en place ces projets. Sébastien ? Peut-être juste pour compléter, c'est que ton dernier point est, je pense, très important parce que c'est un réflexe que les entrepreneurs n'ont pas toujours. Mais parmi les institutions ici présentes, en fait, on est plusieurs à un réseau déconcentré. BPI France, c'est une 50aine d'implantations régionales sur l'ensemble du territoire. Et donc, je pense que c'est aussi important, quelle que soit votre implantation sur le territoire, de vous dire qu'à proximité, il y a un interlocuteur avec lequel je peux échanger sur ces sujets-là, sur mon plan de financement, mon développement, et aussi sur des sujets d'innovation numérique, d'intelligence artificielle, etc. En ce qui nous concerne, on a des référents French Touch dans chacune de ces implantations. Et donc, ne pas hésiter à aller toquer ces portes. Parfois, on voit des entrepreneurs qui se censurent un peu parce que c'est un appel à projet national. Il faut aussi tisser des liens avec les antennes régionales de nos différents réseaux.
Non, mais ça, c'est effectivement, ouais, c'est effectivement très important. Je précise parce que souvent, on a ce prisme-là en disant c'est BPI ou c'est la Caisse des dépôts, donc c'est concentré. C'est pas vrai. Les dispositifs sont nationaux. Pour avoir fait quelques appels à manifestation d'intérêt ou appels à projet, ou en tout cas suivi, c'est très dispersé au niveau français. Et c'est un point important. Moi, ce que je voudrais souligner aussi, ce qui me semble... Pardon, Maud, tu voulais rajouter ? Non, juste dire que on a aussi évidemment ce dispositif de direction régionale à la Banque des Territoires. Donc, appuyez-vous aussi sur ces dispositifs, évidemment, pour aller les rencontrer et travailler ensemble sur ces sujets. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ces financements sont importants parce qu'avec ces appels à projets, ce n'est pas simplement dire on finance, on met aussi en place le cadre. Et donc, dans le cahier des charges, les cahiers des charges qui sont proposés, on va mettre les conditions aussi des projets qu'on veut développer. C'est-à-dire, c'est dans ce cadre qu'on va pouvoir aussi fédérer acteurs publics et privés, vous voyez, sur des projets structurants, fédérants, et qui soient en open source, en innovation ouverte, parce que ça, c'est aussi des modèles qu'on souhaite développer et favoriser dans le cadre de nos appels à projets sur l'IA. Jean-Gabriel, tu voulais rajouter ? Oui, peut-être pour appuyer le point qui a été évoqué par Maud et pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. C'est-à-dire l'enjeu très concrètement aujourd'hui, on parlait d'effet de levier, hein, de la logique de ces subventions, c'est pas de financer chacun des projets individuels. Il peut y avoir des projets individuels qui sont tout à fait méritants et qui auront un intérêt à être soutenus. Mais on cherche à travers cette logique d'appel à projet, dont on parlera un peu plus en détail, de soutenir cette logique de structuration de la filière. C'est un enjeu important. Je vous donne un exemple, et on m'en parlait encore hier sur d'autres thématiques. Je disais, mais aujourd'hui, les grands acteurs de l'industrie française, que ce soit dans l'aéronautique, les transports, se sont réunis pour travailler en termes de recherche sur des plateformes, sur des socles communs pour déployer ces technologies d'IA. Parce qu'ils ont tous compris que c'était un enjeu de souveraineté. Et on a cette difficulté aujourd'hui d'être confronté à un secteur de la culture avec des niveaux de maturité dans le numérique très différents, secteur par secteur, pris isolément. Cet enjeu de souveraineté se pose aussi. On est déjà largement confronté à l'hégémonie des plateformes ou à ce qu'on appelle des gatekeepers, hein, ceux qui tiennent la porte pour pouvoir accéder au contenu. On a cet enjeu aujourd'hui national, européen, de pouvoir accompagner cette structuration des filières. Et ce qui nous intéresse, et c'est pour ça que le projet et l'appel à projet se veut très transverse, toutes filières confondues, on est très en demande, très en attente de voir des projets qui vont dépasser, entre guillemets, ces petites chapelles, c'est-à-dire de pouvoir traiter de la musique, mais aussi peut-être aussi de la production vidéo, ou inversement d'embarquer différents secteurs autour d'un projet commun qui va permettre de regagner justement en maîtrise à la fois de la technologie, mais aussi de la chaîne de valeur. Et je pense que c'était un des points importants, c'est que l'appel à projet aujourd'hui pour nous est aussi l'occasion de susciter ces projets-là et de les encourager très largement. Alors c'est un point forcément nous qui nous touche particulièrement, puisque ça s'appelle We Are French Touch. Donc dans We Are French Touch, il y a cette idée quand même d'être ensemble, tous ensemble, We Are. Et donc et sur ces sujets, notamment d'intelligence artificielle, j'ai lu il y a quelques jours que les États-Unis étaient justement en train de créer en fait des ponts beaucoup plus importants entre les universités et les secteurs privés. C'est un enjeu fondamental pour nous d'intégrer nos chercheurs pour que la recherche fondamentale devienne applicative. C'est également le cas sur la French Tech. BPI est un acteur à la fois de la French Tech et de la French Touch. On dit toujours que c'est les deux faces de la même pièce, mais encore plus sur ces sujets-là. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant de voir que sur ce sujet peut-être de l'intelligence artificielle, peut-être, je ne sais pas si c'est sûrement pas pour la première fois, mais en tout cas de façon plus précise, plus visible en tout cas, tout le monde a vraiment intérêt à travailler ensemble. Et on va, alors justement, ça fait le lien avec le projet, avec l'appel à projet. Donc puisque tu en parlais, la ministre donc vient d'annoncer il y a quelques minutes un nouvel appel à projet visant à démultiplier justement la stratégie IA. Est-ce que Jean-Gabriel, tu peux nous en dire un mot, puis après on va peut-être rentrer dans le détail avec Maud et Sébastien. Vous redire peut-être en préalable qu'évidemment, cet appel à projet, on prendra le temps de le déployer de façon très opérationnelle avec un accompagnement à la fois très local aussi, dans les territoires,
auprès des différents opérateurs comme le Centre national de la musique ou du livre, qui seront tous les relais, les prescripteurs aussi de cette proposition. Donc on aura le temps de répondre à vos questions de façon plus opérationnelle sur le dispositif. Le dispositif aujourd'hui, il est construit autour de 3 objectifs complémentaires. Je veux dire les 3 étages de la fusée. Le premier, c'est les données. C'est-à-dire que faire de l'IA sans avoir des données structurées, y compris ses propres données, c'est déjà un enjeu. Donc l'IA est évidemment un point central du dispositif de par son caractère transformant et impactant, mais ce n'est pas exclusif de cette technologie. Donc on a les données qui sont le premier point d'entrée. Deuxième objectif, au-delà de la valorisation des données, c'est l'exploitation. La ministre l'a rappelé aussi, un enjeu aujourd'hui de pouvoir sécuriser l'exploitation de ces données dans l'espace numérique et par la même occasion d'améliorer la rémunération des auteurs. Donc c'est un enjeu collectif que de pouvoir mieux appréhender l'exploitation de ces données, de parler tout à l'heure des projets de Deezer qui visent par exemple aussi à identifier les fake streams, donc l'enjeu de pouvoir identifier des contenus qui seraient pas, sur lesquels la patte humaine et l'auteur ne seraient pas intervenus, c'est un enjeu aujourd'hui collectif pour l'ensemble de l'écosystème. Et le troisième point, c'est l'expérience. Donc, le troisième objectif qu'on a voulu accompagner, c'est réellement de mettre l'IA dans les outils qui permettent de renouveler l'expérience des publics et de repenser en fait aussi, on parle parfois de visite augmentée ou d'expérience augmentée. Là, l'IA peut permettre aussi de faire des choses assez incroyables. Voilà. Donc on est sur un dispositif qui se veut fondamentalement très ouvert, mais sur lequel par contre les critères sont beaucoup plus précis, et notamment en termes de création de valeur. Alors Fabrice, concrètement, ça va se passer comment cet appel d'offres, les grandes dates, les grands axes? Alors, l'appel devrait sortir, je pense, d'ici la fin de l'année. Après aussi l'objectif qu'on s'est donné. Et ce qui est prévu, c'est 4 vagues à la fin de chacun des prochains semestres. Donc, fin du premier semestre 25, fin du deuxième semestre, idem en 2026. Donc, pour laisser le temps aux acteurs de nous présenter les projets à la meilleure maturité possible. C'est le dernier rappel qu'on lancera sur le volet numérique du volet culture de France 2030. Donc, on a essayé d'intégrer tous les enseignements de nos premiers appels à projets, avec des procédures fluidifiées, un temps de réponse accéléré aussi pour les porteurs. C'est un appel à projet sur l'IA, mais pas que. L'ensemble des problématiques numériques qui sont intégrées, les questions de blockchain, les questions plus larges sont évidemment intégrées. On innove aussi, puisque pour la première fois, on va faire un appel à double opérateur, avec à la fois la BPI pour les entreprises privées, ce que disait Sébastien sur leur cœur de cible naturelle, et la Banque des territoires plutôt pour les acteurs privés, associatifs, d'intérêt général, type syndicats professionnels, organismes de gestion collective. Donc voilà, l'idée c'est de mettre ensemble tous les acteurs. On innove aussi en faisant des subventions, mais en faisant aussi des avances remboursables. Donc ça, c'est important de le signaler. Et comme le disait Jean-Gabriel, on aura l'occasion dans des webinaires précis, une fois que l'appel à projet sera sorti au journal officiel, puisque c'est quand même il y a un acte juridique, on va dire, de détailler tout cela vers les différents publics, les différentes régions pour préciser ces enjeux. Donc vous allez faire un roadshow. C'est ça. Vous êtes habitué. Aujourd'hui, c'est le teaser et on prépare la suite. Voilà. Sébastien, quel type de projet tu attends, toi, et plus globalement au BPI, vous attendez quoi exactement? Vous avez une petite idée? Alors oui, on a des idées. Après, je pense que c'est important d'avoir en tête ce qu'a dit Jean-Gabriel. C'est important, c'est un appel à projet qui se veut large. C'est-à-dire que tout projet d'innovation numérique qui répond aux objectifs qui seront présents dans le cahier des charges de l'appel à projet sera éligible. Maintenant, de façon générale, dès qu'on est sur un dispositif France 2030, il y a quelques données à avoir en tête, quelques grands principes. On va dire qu'il y a un peu 3 catégories de critères en ce qui nous concerne. Il y a toujours une question de viabilité économique qui est toujours regardée. Il y a un enjeu d'innovation et il y a un enjeu qu'on peut appeler de valeur ajoutée culturelle, c'est-à-dire la capacité du projet à répondre à des objectifs de politique publique du ministère, de diffusion des œuvres, d'accès aux œuvres, de juste rémunération du créateur, etc. Vous verrez dans le cahier des charges, il y a un grand nombre de types de projets possibles qui est listé. Néanmoins, ça ne se veut pas exhaustif. Comme je le disais, on n'a pas la prescience, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des projets qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui vont nous intéresser, qui vont nous étonner, qui vont être fondamentaux pour les acteurs culturels. Si je reprends les objectifs qu'a cité Jean-Gabriel, pour vous donner quelques exemples un peu plus concrets,
Sur la partie de la donnée, qui est en effet l'étage numéro 1, l'enjeu essentiel, on pourrait avoir par exemple des solutions qui permettent une meilleure analyse de la donnée. Et sur la base de cette analyse, un conseil à la prise de décision stratégique. Une société qui par exemple est soutenue depuis quelques années par BPI France s'appelle Music Tomorrow, qui est un service qui permet de comprendre les algorithmes des plateformes de diffusion en streaming musical pour que les artistes puissent s'en emparer et puissent activer les leviers pour améliorer leur visibilité. Deuxième objectif qu'a cité Jean-Gabriel, la question de l'expérience utilisateur. Là, il y a aussi des sociétés qu'on connaît très bien, qu'on soutient depuis un certain nombre d'années, notamment celles qui utilisent l'intelligence artificielle en matière de médiation. Et de médiation muséale, par exemple, c'est le cas d'Askmona, qui a plusieurs dispositifs qui permettent d'aller visiter une exposition et que ça soit sur son téléphone ou en audio guide, d'avoir une intelligence artificielle qui va permettre de nous donner de l'information pour comprendre davantage l'exposition. Et un dernier exemple pour cet objectif qui est de sécurisation des droits sur les œuvres protégées. Là aussi, on connaît un certain nombre d'entreprises qui développent des choses en matière de protection des droits et derrière valorisation de ces droits via la vente de licences ou de NFT, etc. Depuis plusieurs années, on soutient chez BPI France une société qui s'appelle Pictia, par exemple, qui développe ce type de solution sur des œuvres photographiques essentiellement, et qui va permettre ainsi d'optimiser la répartition des droits et de permettre à l'artiste de davantage valoriser son œuvre et davantage être rémunéré. Alors justement, Maud, c'est un point important, ça, sur la gestion des droits par exemple, comment ça peut s'interfacer aussi avec des acteurs de la gestion collective de droits, je pense à la SACEM et d'autres, comment ça peut s'interfacer ça ? Ben justement, on espère qu'on aura des projets fédérateurs avec ces acteurs et en même temps de la gestion collective type SACEM, mais aussi fédérer des syndicats, des avocats et des acteurs de la recherche, parce que en fait, à cet appel à projet, on peut répondre soit seul, mais aussi on va favoriser les projets collaboratifs ouverts, ces projets d'intérêt général qu'évoquait tout à l'heure Jean-Gabriel. J'espère qu'on en aura nombreux, structurants pour chacune des filières. Je pense qu'il y a une réflexion là aussi stratégique à avoir avec le ministère sur comment on y va dans l'IA, comment on y va ensemble, parce que on a besoin, comme on l'a dit dans cette table ronde, de travailler ensemble pour les collecter les données, pour avoir un détail de base de données qui soit suffisante et qui soit intéressante pour pouvoir les entraîner, pour pouvoir créer de la valeur avec l'IA. Donc, il n'y a qu'une réponse, c'est être collectif. Et puis, on espère qu'on aura ces projets d'intérêt général, justement, avec ces acteurs de gestion collective, cet appel à projet pour eux aussi. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un peu moins de 4 minutes. Est-ce que peut-être on va faire une petite séance de questions-réponses. Première question. Oui, j'ai levé la main parce que en fait, c'est vraiment pour rebondir à ce qui vient d'être dit en dernier. On a parlé de territoire d'IA, de création et de protection pays. Donc c'est vrai que quand on crée en France et qu'on a envie de valoriser notre création à la française, mais qu'on parle d'IA et qu'on est sur le World Wide Web, c'est toujours un petit peu compliqué. Je suis étonnée qu'on n'ait pas parlé aujourd'hui de blockchain. Aujourd'hui, il y a plein de... Enfin, je pense que beaucoup de monde crée des choses et on ne sait pas si on doit faire une enveloppe e-solo, qu'est-ce qu'on dépose à l'INPI, est-ce qu'on doit développer à l'international. Et il y a la blockchain qui existe, il y a des plateformes comme Blockchain Your IP où vous pouvez en fait déposer dessus vos créations et ainsi les protéger. Je pense que ça peut aller dans le sens de levier pour la souveraineté de l'industrie culturelle créative française. C'était pourquoi on n'a pas parlé de blockchain.
Ah, je crois que t'en as J'en ai parlé justement sur les questions de protection des droits. On s'attend en effet dans cet appel à projet à ce qu'on puisse mieux sécuriser le système français du droit d'auteur. Ça veut dire mieux lutter contre la contrefaçon en ligne, ça veut dire accélérer les remontées de droits. Et en effet, la blockchain, et il y a d'autres outils, peut être utile à cet égard. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question ? C'est le moment, hein, parce que vous avez tout le monde autour de la table. Attendez, je vais me déplacer. Hop. Bonjour, merci à tous. Chris Coxon-Kwasi. Dans le cas de BPI, vous projetez la culture française et technologique évidemment à l'étranger. Tout à l'heure à l'auditorium, on entendait parler du fait qu'au niveau de la France, on étendait aussi sur d'autres pays. On parlait d'Austin aux États-Unis, Shanghai, etc. Est-ce qu'il y a des projets dans ce cadre-là, dans le cadre de ce qu'on a écouté, pour pouvoir aussi aider les entreprises, la culture française, à se développer dans ces directions-là ? Alors c'est un point sur lequel j'étais pas revenu dans la présentation parce que j'étais sur les axes spécifiquement numériques, mais il y a un gros volet en effet de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives qui est le soutien à l'export, qui est mené en partie avec BPI France avec un dispositif qui s'appelle Culture Export. On a été aux États-Unis il y a plusieurs mois, on est en train d'investir le marché chinois. Il y a aussi un autre dispositif qui s'appelle ICC Immersion qui est déployé avec l'Institut français et Business France. Il y a une douzaine de pays qui ont été mis en œuvre. Les derniers en cours, c'est autour de l'Arabie Saoudite, sur le Danemark et la Suède et l'Australie. Donc il y a à chaque fois de nouveaux pays pour accompagner le déploiement sur place. Donc je vous engage sur le site du ministère, sur le site de France 2030 à regarder les destinations qui sont ouvertes. Et puis il y a aussi d'autres actions qui sont menées par le ministère dans un continuum aussi. C'est un mot qui nous est cher. Peut-être avant de parler des autres dispositifs, rappelez que le dispositif dont on parle sur l'IA, rappelez-vous que tous les acteurs culturels, qu'ils soient sur une offre physique ou numérique, sont d'emblée concurrencés par une offre internationale. Votre temps de cerveau quand vous êtes sur un téléphone est absorbé par des contenus qui n'ont pas forcément été produits en France, ce qui peut-être vous empêche de consommer un contenu français ou un contenu proposé par un musée à proximité. Donc cette notion de concurrence, le dispositif qu'on soutient sur l'IA, on parlait tout à l'heure d'enjeux de souveraineté, vise aussi à répondre à ces enjeux d'ouverture et de mondialisation. Donc clairement, l'enjeu, c'est aussi de doter les filières et les acteurs de ces technologies pour mieux servir cette problématique d'ouverture. Et peut-être pour compléter, ça fera la transition avec toute la programmation du reste de la journée où vous avez une présentation d'un certain nombre d'outils. Il y en a un qu'il faut connaître, qui est celui du financement de l'export via de l'assurance, de la garantie, du prêt, pour des questions de prospection notamment. On sait que c'est un levier important pour un entrepreneur culturel au moment de se projeter à l'international, donc accompagnement, financement, et normalement comme ça vous permettra de répondre à cet enjeu d'hyperconcurrence internationale. Voilà, je crois qu'on a atteint la fin du temps qui nous était imparti, comme on dit. Donc merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette table ronde et bonne journée.